Malgré ce que l'on est, ou à mine ou à zabra, et 18 heures, et tu as mis comme tu il y a la fin, il y a belle la vince. L'anduna, il y a Juno, on connaît pour la torre, on connaît par là, la connaît pas. Depuis plus de 30 ans, s'élèvent des voix dans nos villes et villages pour clamer haut et fort que l'excision est une pratique néfaste, voire absurde qu'il faut abandonner. Aujourd'hui, il est plus que urgent de faire une halte pour analyser la stratégie de lutte contre l'excision. L'état des lieux de la lutte contre l'excision, voici notre thème du jour. Bienvenue à votre émission Plus de larmes et merci de nous suivre. Le thème nous amène aujourd'hui à Nobéré, commune rurale du même nom, où nous attendent nos invités et où une association appelée Respect for Change œuvre pour sauver les petites filles et les fillettes de l'excision. Alors, une activité est organisée aujourd'hui même. Judith Désiré est avec nous, elle nous en parle. Bonsoir Judith. Bonsoir Irène. Oui, alors dites-nous, en quoi consiste votre activité? Merci déjà. Et puis aujourd'hui, nous avons une activité ce soir à partir de 18h30 à la mairie, à la place de la mairie de Nobéré. Et elle consiste à faire un ciné-débat. C'est-à-dire une projection des films seront diffusés. Et à la suite de cela, nous aurons donc un débat avec les autorités coutumières, religieuses et administratives pour situer un peu le contexte et savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans la commune de Nobéré avec l'excision et avoir bien sûr trouvé des nouvelles stratégies, des stratégies pour une nouvelle lutte. Merci en tout cas pour le travail abattu. Au cours de notre émission avec nos invités, nous allons faire le point des actions entreprises dans le cadre de la lutte contre l'excision. Également, nous allons évoquer avec un pincement au cœur les cas récents enregistrés dans la zone de Nobéré à Ouagadougou. Et ensemble, nous allons voir quelles sont les résolutions fermes que vous et moi nous devons prendre. L'excision, ça entraîne beaucoup de maladies chez les femmes. Moi, j'ai des filles, et elles ne sont pas excisées. Je refuse catégoriquement qu'on les excise. Je ne veux pas les priver de leur sensibilité et puis les rendre malades. Ce n'est pas forcément qu'on excise une femme. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose qui a obligé. Ça blesse beaucoup de femmes. Quelque chose qui n'est pas bon en réalité. Moi, je connais une vieille qui a fait la prison pendant plus d'une année pour cause d'excision. Si on fait quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui peut mettre la vie des autres en danger, si une pratique est interdite et que tu la fais sciemment, tu mérites d'être puni. Si l'État même prend l'engagement d'interdire cette pratique et que vous insistez, ne soyez pas surpris des sanctions qui peuvent découler. Bon, je peux dire que le taux même a vraiment baissé parce qu'on a rencontré des gens qui ne parlent même plus de ça, qui disent que non, chez eux, on ne pratique plus ça, il n'y a plus de l'excision. Donc on peut dire que même si peut-être d'autres se cachent pour faire ça de façon clandestine, mais je pense que le taux a vraiment baissé. Au Burkina Faso, une loi interdisant les mutilations génitales féminines est votée en 1996 et le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision est mis en place. Dès lors, des associations, des organisations de tous bords s'engagent avec l'État à travers diverses approches d'information, de sensibilisation pour convaincre à l'abandon de la pratique de l'excision. Malgré ces efforts conjugués, des cas d'excision ont été enregistrés en 2018. Pour en savoir davantage, je vous propose le reportage que voici. Mi-septembre 2018. Alors que Ouagadougou s'apprêtait à accueillir une conférence internationale sur les mutilations génitales féminines MGF, qui a réuni des représentants de 33 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, des cas de pratique de l'excision d'une grande ampleur ont été découverts. En effet, entre le 1er août et le 10 septembre 2018, 41 enfants et jeunes filles, dont l'âge est compris entre 10 mois et 24 ans, ont été excisés dans le quartier périphérique de Toulbouego. Le 15 septembre 2018, sur dénonciation de riverains, les forces de sécurité ont démantelé le réseau, ont mis la main sur les complices et les parents des victimes. L'exciseuse avait déjà disparu après son forfait. Dans l'après-midi du 15 septembre 2018, l'indignation était à son comble au centre médical Chifra où elles ont été conduites. Même le personnel soignant était sous le choc. La ministre en charge de la femme et de la famille, Laurence Ilboudo, s'y est personnellement rendue pour constater de l'ampleur du drame. Dr Dieudonné Ouetraogo, gynécologue spécialisé dans les réparations des séquelles de l'excision, explique dans quel état elles sont arrivées dans ces services. Certains enfants avaient malheureusement des blessures qui étaient infectées
Donc il nous fallait dans l'urgence faire un nettoyage de ces blessures, apporter des antibiotiques, des soins locaux. Et aussi, nous avons jugé bon de compléter des examens spécifiques comme l'hépatite B et le VIH avec l'accord des parents et de l'action sociale. Plus tôt dans la matinée de ce même samedi 15 septembre, le ministre était au CHR de Kaya où ont été référées 10 filles qui ont subi des mutilations génitales à Santena, village situé dans la commune rurale de Bousouma. Ici, l'exciseuse et ses victimes ont été prises en flagrant délit par le commissaire Théophile Zongo de Bousouma et ses hommes. Une femme aurait quitté Ouagadougou avec ses 2 filles la veille pour venir les faire exciser à Bousouma. En moins de 48 heures, on a eu des informations très précises sur le village en question, l'exciseuse elle-même, son domicile et les jours exacts où elle mène ses opérations. À quelques 50 mètres de son domicile, à notre arrivée, on a attendu les cris des enfants. Donc très rapidement, on a cerné le point. Quand on l'a pris, bon, elle était toute souriante. Elle ne pensait pas que l'acte qu'elle venait de poser était vraiment très grave. Mais au fil du temps, quand on dit que bon, vous allez arriver à Kaya, c'est là qu'elle a commencé à pleurer parce qu'elle a compris que le problème était aussi très grave. C'est un véritable réseau. Si le village de Santena a été le site de la pratique, les victimes viennent de plusieurs contrées, dont la capitale Ouagadougou. Il y avait des filles de Korsimoro, il y avait des filles de Kaya, il y avait des filles de Ouaga. C'est une organisation de telle sorte que l'information parvient aux gens et puis bon, chacun apporte sa victime. Sur les 10 filles, une miraculée a échappé à la lame de l'exciseuse. La police est arrivée avant son tour. Pour autant, elle n'était pas moins sous le choc que ses camarades. Selon Dr Honoré Tengueri, chef du service gynécologie du CHR de Kaya, ces filles sont arrivées dans un état de choc, pour la plupart. Il y avait jusqu'à 8 qui saignaient. Il fallait d'abord les remonter, pouvoir lever le choc, l'état de choc. Et nous avons ensuite procédé à la réparation de ces séquelles d'excision. Il y a une possibilité vraiment qu'il y ait des complications tardives pour ces filles. Plus de 2 mois après, certaines victimes étaient encore traumatisées. C'est le cas de 2 d'entre elles que nous allons appeler Aïcha et Edith, respectivement âgées de 11 ans et 9 ans. On m'a dit de venir, qu'on allait m'exciser, mais je ne savais pas que c'était quelque chose qui faisait mal. D'autres victimes risquent d'abandonner l'école. On est en train de voir comment il faut faire un suivi scolaire afin qu'elle n'abandonne pas. Nous avions une dont nous avions des informations qu'elle a repris, elle allait à l'école. Elle a abandonné 2 semaines et nous sommes en train de travailler à ce qu'elle reprenne les classes. Nous essayons aussi de voir au niveau de leur famille comment suivre donc les enfants dans leur foyer. Ces suivis-là nous permettront que ces enfants soient maintenus dans leur famille. Mais le drame ne se limite pas à la douleur des victimes. Dans certains cas, la situation a tourné à un drame familial. La répression a parfois des revers inattendus. La plupart de ces cas font l'objet de procédures judiciaires en cours devant les tribunaux. En plus des exciseuses, les mères se retrouvent entre les mains de la justice, mises en prison, abandonnant ainsi mari et enfants. 12 autres cas ont été enregistrés à la même période. À Gomposum dans le Passoré, 1 cas. À Nobéré dans le Zuluogo, 8 cas. À Komunianga dans le Kulpelogo, 3 cas. Ces cas ne sont certainement que la partie visible de l'iceberg des fortes résistances de certaines communautés. Ce n'est pourtant pas faute de répression. Le tribunal de grande instance a connu quelques cas qui ont abouti à des procès avec des peines d'emprisonnement fermes. Ce qu'il faut retenir dans les cas de dossiers d'excision, très souvent on n'arrive pas à mettre la main sur les exciseuses et ce sont ces complices qui sont généralement donc les parents des fillettes en question qui sont poursuivis devant les juridictions. Mais au moins on a eu un cas de 2015 qui a fait l'objet d'ailleurs d'une audience foraine que nous avons tenue à Béré, où on a pu mettre la main sur l'exciseuse, qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 12 mois ferme et 150 000 francs d'amende ferme également. À Ouagadougou, le cas des 41 filles de Toulbeugo est également pendant devant le tribunal de grande instance. Il en est de même pour celui de Bousouma.
Par ailleurs, la révision du code pénal burkinabé en juin 2018 a durci les peines encourues par les auteurs de pratiques d'excision qui vont désormais jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme et à 5 millions de francs CFA d'amende. À ce durcissement de la législation s'ajoute l'engagement des chefs coutumiers et religieux qui devraient rassurer leur communauté qu'il ne s'agit pas d'une coutume immuable. Et les coutumes sont dures à combattre. Les habitudes sont dures à faire disparaître. C'est une bataille de longue haleine, de longues luttes, de persuasion, de conviction. Ça se passe dans la tête des gens et c'est au niveau de la tête des gens qu'il faut absolument transformer, apporter le changement pour qu'on puisse en finir avec cette affaire qui en réalité n'apporte rien de bon, de plus à la femme, à la jeune fille. Les résistances de plus en plus fortes interpellent la communauté nationale. Le durcissement de la répression seul ne suffira pas. Le glissement dans la clandestinité et le rabattement de l'âge des victimes sonnent comme des stratégies de contournement de la loi en vue d'échapper à la répression. Il faudra repenser la stratégie d'action et de combat. L'équipe de Respect for Change a commencé la séance de sensibilisation avec la population de Nobéré. Il y a près de 600 personnes réunies autour des acteurs engagés dans la lutte contre l'excision dans la région. Jeunes, hommes et femmes vont assister à la projection de films et participer à un débat où chacun pourra poser ses questions. Pendant que la population de Nobéré continue d'échanger avec les intervenants sur les questions de l'excision, nous retrouvons Irène Zungrana et ses invités pour la suite de l'émission dans une des salles annexes de la mairie. Vous êtes à votre émission Plus de l'âme, plus de larmes. Nous sommes à Nobéré pour échanger avec nos invités sur l'état de la lutte contre l'excision dans notre pays. Alors, Monsieur Kaboré Salfo, quelle explication donner à ces poches de résistance selon vous? Ce qu'il faut se dire, c'est que dans un premier temps, il faut s'attaquer beaucoup plus aux causes qu'aux conséquences. Nous avons vu que la plupart des actions portent sur les conséquences, alors que les causes sont beaucoup plus profondes. Il y a la pauvreté, parce que l'excision reste une source de revenus pour ces exciseuses-là. Il y a l'ignorance. Sinon, comment expliquer qu'un parent qui met un enfant au monde et qui l'aime puisse l'amener à l'abattoir? Il faudrait que les actions portent beaucoup plus globalement sur l'éducation. Par exemple, on a constaté que lorsque vous interrogez les acteurs, vous interrogez les leaders d'opinion, les leaders endogènes surtout, responsables coutumiers ou responsables religieux, les réponses qui nous parviennent sont souvent mitigées selon que ces responsables-là sont des personnes instruites ou pas. Au niveau donc des responsables religieux, c'est pareil. Lorsque vous prenez un leader religieux instruit qui sait interpréter les textes des livres révélés, il a une autre lecture de ce phénomène-là que le leader qui a été qui n'a pas reçu de formation appropriée du moins, et qui a appris sur le tas. Ce dernier-là pense que c'est une obligation, une prescription obligatoire donc de sa religion, alors qu'il n'en est rien. Monsieur Ouedraogo, vous qui êtes de l'action sociale, dites-nous à quand remontent les derniers enregistrements de cas d'excision à votre niveau? Je dirais que pour la direction provinciale de la femme du Zunwego, les derniers cas signalés, c'était en 2018, dans la commune de Nobéré, effectivement. Donc je pense que la police s'est activée et pour mettre la main, mais je pense qu'on n'a pas trouvé l'exciseuse. Il paraîtrait que souvent, vous ou la police, vous intervenez assez tard.
un peu tard, je dirais, c'est un problème de coordination. Souvent, le fait que les familles sont assez éloignées, parce que le cas qui s'est produit en 2018, c'était en saison hivernale, pour pouvoir remonter le fil, et connaître la famille, sinon on risque de donner une fausse alerte au village et puis les familles vont disparaître. Monsieur le maire, au regard des cas récurrents dans votre zone, est-ce qu'au niveau du conseil municipal, il existe un dispositif pour lutter contre l'excision? Alors, disposition suppose que nous ayons quelque chose dans notre budget qui puisse nous accompagner et à entreprendre des actions dans ce sens-là. En tout cas, ce que je peux dire, la question de l'excision n'est pas tabou dans notre conseil municipal. Nous en parlons avec nos conseillers. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous échangeons. Nous demandons à nos conseillers de plus ou moins sensibiliser la population, parce qu'il faut reconnaître que chez nous, ici, les gens disent, plutôt les gens reconnaissent que bon, la sensibilisation n'atteint pas tout le monde. Ce qui fait qu'il y a des récalcitrants, il y a des gens qui ne comprennent pas le bien fondé de l'arrêt de l'excision pour les jeunes filles. À entendre nos invités, on se rend compte que des actions sont menées contre la pratique de l'excision. Mais après tant d'années de lutte acharnée, la pratique perdure. Pour en savoir davantage, regardez plutôt. L'excision fait partie des pratiques importées par bien des communautés burkinabais qui en ont fait un pilier de leur tradition, ce qui explique les poches de résistance dans plusieurs régions du pays. En règle générale, les victimes sont issues de familles modestes, peu ou pas du tout instruites et vulnérables. Face aux discours et autres prophéties du malheur, la pratique de l'excision pourrait alors être perçue comme un moyen d'exorciser les malheurs qui viendraient s'ajouter à un quotidien déjà difficile. Dans le fond, ces acteurs ne sont pas convaincus de toutes les récriminations contre la pratique de l'excision. Bien au contraire, ils croient avoir raison de le faire. C'est pourquoi certains acteurs, comme Respect for Change, pensent qu'il faut développer de nouveaux outils et supports de communication qui répondent le mieux au vécu des communautés. Respect for Change, en abrégé R4C, est une association humanitaire. Nous essayons de lutter contre la pratique de l'excision par l'audiovisuel parce que nous avons des émissions télévisées comme Plus de larmes. Cette émission essaye de sensibiliser, de tirer la sonnette d'alarme. Nous avons aussi des émissions radio sur plusieurs radios, pas que des radios de Ouaga, mais aussi des radios à l'intérieur du pays, notamment Manga, où nous essayons de beaucoup sensibiliser par des sports, mais aussi par des clips que Respect for Change a d'ailleurs financé, notamment le clip de Smokey, Tomber la lame, mais aussi au Mali, le clip de Tiken Jah Fakoly, Non à l'excision. Après, il y a aussi les ciné-débats. Par ces ciné-débats, nous essayons d'inviter les autorités coutumières, religieuses et administratives pour qu'ils viennent ensemble. Nous regardons des films qui montrent les pratiques d'excision et après, il y a un débat sur un thème. Respect for Change a été la première association humanitaire à filmer en live la pratique d'excision dans un pays où l'excision n'est pas du tout interdite. Et nous essayons de sensibiliser par ces images choquantes afin que les gens comprennent à quel point c'est douloureux, à quel point c'est pénible pour les femmes. L'une des stratégies que nous sommes en train de vouloir mettre en place, ce sera un marathon qui sera diffusé en radio mais aussi en télévision. Afin de former de nouveaux leaders engagés contre l'excision, Generation Girls, une initiative de l'ONG britannique Options, a fait le choix de s'investir sur la jeunesse. Génération Filles, c'est un programme qui est mu par la vision que nous pouvons et nous devons mettre fin à l'excision en une génération. Génération Filles se base sur notre approche particulière qu'on appelle the Do No Harm Principle. En français, le principe n'est pas nuire. Il faut déjà apprendre à connaître les communautés dans lesquelles nous devons intervenir. Nous leur donner le maximum d'informations afin qu'elles puissent être informées et
prendre des décisions qui vont vraiment avec leur croyances culturelles. Beaucoup de nos activités ont concerné la mobilisation de la jeunesse. Les réalités terrain pour mettre fin à l'excision ne sont pas les mêmes. Nous avons ce qu'on appelle des expériences croisées et nous nous enrichissons des expériences et des leçons apprises par les uns et les autres. Les résistances ne doivent pas faire perdre de vue les acquis. Parmi ces acquis, l'on peut noter la décision de nombreuses exciseuses d'abandonner définitivement la lame du malheur. C'est le cas des femmes de Tonséré, un village de la commune de Nouna. Sita est venu nous en parler et nous a amenés à Dédougou pour une formation. Là-bas, on a vu des films et puis on nous a demandé si nous allions abandonner l'excision. On a dit qu'on allait arrêter. On a totalement laissé tomber. On ne va plus jamais le faire. Moi, j'ai commencé à exciser il y a 7 ans. Les photos des excisions qu'on a vues, ça ne nous a pas plu. On a vu que si on ne prenait pas ça au sérieux, on finirait en prison. Un autre acquis qui doit être renforcé, c'est l'engagement public des communautés villageoises à travers des déclarations solennelles d'abandonner la pratique de l'excision. Ironie du sort, Santena fait partie de ces villages. Il faut espérer que ce cas soit l'exception qui confirme la règle et que tous les autres respectent leur serment. En tout état de cause, si les statistiques et les efforts déployés sont encourageants, les survivances doivent inciter à la persévérance et à une réinterrogation des stratégies. S'adresse-t-on aux bonnes personnes avec les bons messages et les outils adéquats? N'y a-t-il pas d'autres moyens capables de changer les comportements des plus réfractaires? Voici les points de vue et propositions de certains acteurs. C'est au niveau de la tête des gens qu'il faut absolument transformer, apporter le changement pour qu'on puisse en finir avec cette affaire qui en réalité n'apporte rien. Et le bon Dieu fait bien des choses. Si on a créé la femme comme ça, c'est que c'est nécessaire. Donc ce n'est pas utile de mutiler. Voilà. Est-ce que ces gens qui pratiquent l'excision, qui ont leur femme excisée, voilà, peuvent jurer que leurs femmes ne les ont jamais trompées? Autant on peut être frivole quand on n'est pas excisé, autant également on peut être frivole et infidèle, voilà, même quand on est excisé. Il faut choquer les gens dans la sensibilisation. Souvent peut-être avec des images. Voilà, faire comprendre le côté néfaste en fait de cette pratique de l'excision. Nous comptons vraiment sur la jeunesse et pour que la génération des 15 ans aujourd'hui, lorsqu'ils auront 30 ans, que toute cette génération-là sache en tant que décideur que l'excision n'est pas une bonne chose. Il faudrait que la justice sévisse, que toutes ces femmes qui s'adonnent à cette pratique-là puissent être punies à la hauteur de leur forfait. Donc il faut que la police soit prompte à réagir. Il faut que l'action sociale organise de plus en plus des audiences foraines, des sensibilisations. Le Centre national de lutte contre l'excision, ils font beaucoup, mais je pense qu'il y a encore à faire. Il faut que les médecins puissent consulter les bébés et quand ils se rendent compte qu'il y a eu cela, on alerte les autorités. Cette lutte-là, ce n'est pas pour certaines catégories, c'est au niveau de tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes. Il apparaît impératif pour tous les acteurs engagés dans la lutte contre la pratique de l'excision, surtout les institutionnels, de marquer une halte pour faire le bilan des actions menées depuis de nombreuses années, capitaliser et tirer les enseignements pour relancer la lutte. Retour sur le plateau, toujours avec nos invités. Coutume de chez nous ou pas, comment arriver à faire comprendre que la pratique de l'excision crée plus de malheur et chez la jeune fille et chez toute la communauté dans laquelle elle vit? Lorsque vous interrogez les personnes avisées, et c'est pour cette raison que beaucoup de chefs coutumiers se sont engagés dans la lutte contre la pratique de l'excision, ils vous diront que ce n'est pas une règle traditionnelle pour laquelle l'absence d'observation entraîne des conséquences pour, disons, une sanction de la tradition pour celui qui ne l'a pas pratiquée. Ok, nous allons être très pratiques, M. Kaboré. Oui.
je me mets à la place d'une personne qui demeure attachée aux coutumes. C'est ça. Est-ce que l'excision est obligatoire pour ne pas attirer la foudre des ancêtres? Moi, je dirais non. Est-ce qu'on peut décider de la fin de l'excision pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, M. Kaboré? Il est possible donc de le décider, mais vous savez qu'en matière de coutume, chacun a ses domaines, enfin, son domaine de compétence. C'est-à-dire que chaque chef ou chaque notable est territorialement compétent. Donc, il ne peut décider que, en fait, à l'intérieur du territoire qui est le sien. Il ne peut pas décider pour tous les territoires. Vous savez qu'actuellement, il est prouvé que dans les communautés rurales, les gens font beaucoup plus confiance, par exemple, à la chefferie traditionnelle qu'à l'administration moderne. Et en matière, dans les mêmes communautés, le leader religieux est la personne susceptible de transformer le plus rapidement les mentalités, parce que tout ce qu'il dit est cru par les adeptes donc, de sa religion, et donc pour lui c'est plus facile de faire passer un message. Donc il faut travailler avec ces leaders endogènes-là pour parvenir, bien sûr ils viennent en appoint à l'État, aux structures de l'État, mais la solution définitive passe nécessairement par ces leaders-là. C'est sur ces mots que nous allons clore notre numéro de Plus de l'âme, plus de larmes. Sachez que nous n'allons jamais cesser de répéter encore et encore en disant « l'excision est une pratique qu'il faut enterrer pour toujours ». Pour gagner cette lutte, il faut que chacun de nous s'engage. Développons ensemble une nouvelle stratégie en impliquant tout le monde. Cela passe par un travail en amont avec les leaders politiques, traditionnels et religieux. Continuons à sensibiliser les populations en usant des images chocs s'il le faut. Décourageons par tous les moyens possibles les exciseuses à perdurer la pratique. Et enfin, passons par des campagnes médiatiques ciblées. Merci donc de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de Plus de l'âme, plus de larmes. La lebon sa